La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheur d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. Être soi est presque une injonction d'époque. Cela n'a rien de narcissique. C'est un beau défi que chacune et chacun doit relever à sa façon. C'est un travail intérieur, un cheminement d'esprit. C'est aussi une épreuve du corps à accomplir jour après jour. Autour du chorégraphe Amala Dianor, dont le parcours de vie et de danse est émaillé de nombreux défis, Inès Weber, psychologue, et Arthur Germain, nageur et aventurier, partageront leur vision d'être au monde avec, au cœur, le désir et le défi d'être soi. Une rencontre programmée et modérée par Julien Thèves. Bonsoir à tous. Merci d'être à la Maison des Métallos ce soir. On va parler ce soir du défi d'être soi. C'est la thématique de la soirée qui va réunir nos trois invités. Aujourd'hui avec Amala Dianor, qui était présent pendant tout ce mois à la Maison des Métallos avec beaucoup de spectacles, de propositions créatives, des ateliers danse. Amala Dianor, qui est chorégraphe. Alors Amala, je vais te présenter brièvement. Tu es chorégraphe, tu es né au Sénégal et tu es venu vivre en France à l'âge de 7 ans. Tu as beaucoup dansé, tu as beaucoup été imprégné par la culture du hip-hop. Et ensuite, tu es allé à Angers au Centre national de danse contemporaine, où tu as finalement appris un peu les codes de la danse contemporaine et de la danse classique. Tu t'es formé dans cette institution et tu as créé ta compagnie en 2012. Donc tu es programmé un peu partout en France et à l'étranger. Tu étais programmé au Théâtre de la Ville cette semaine. Et avec ton spectacle Dub, et on pourra parler d'un solo que tu as donné ici qui était très très beau, qui s'appelle Manrek, et qui pour moi évoque particulièrement cette question d'être soi. Comment être soi. Arthur Germain, tu es nageur et aventurier. Tu es devenu en 2018 le plus jeune Français à traverser la Manche à l'âge de 16 ans. Et 3 ans plus tard, tu as descendu la Seine en solitaire sur 774 km pour alerter sur la préservation des milieux aquatiques. Tu as créé ton association autonome pour sensibiliser à l'écologie. Et tu as même participé au jeu télévisé Ninja Warrior, où il faut remporter des défis sportifs extrêmement difficiles. J'ai vu quelques extraits, c'est assez impressionnant. Et tu es par ailleurs le fils de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, et du député européen Jean-Marc Germain. Et c'est pas forcément facile d'être soi avec une telle ascendance. Je crois qu'on pourra parler aussi de ça, de comment on se construit en tant qu'adulte, en tant que personne, à travers des parcours, des épreuves, des défis qui nous emmènent à devenir peut-être plus en accord avec nous-mêmes. C'est là peut-être qu'on pourra aussi parler avec toi, Inès. Donc tu es Inès Weber. Tu es psychologue clinicienne. Donc tu exerces en libéral. Tu as ton cabinet. Tu es à Dieu-le-Fit dans la Drôme, après avoir travaillé longtemps dans des institutions, des CMP, j'imagine. Tu t'intéresses aux grandes traditions de sagesse, la philosophie antique, l'hindouisme, le taoïsme, les grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et ces traditions, en fait, t'accompagnent dans ton approche thérapeutique. C'est assez original aussi d'être psychologue et philosophe et de s'intéresser à toutes ces traditions. Tu as fondé en 2015 avec ton compagnon, le philosophe Abdennour Bidar, un centre de culture spirituelle, le centre Sésame, qui se trouve justement dans la Drôme, et où l'on peut venir peut-être résider, peut-être aussi se chercher soi-même par le silence, par la méditation, par l'étude. Et tu es ici parce que tu as publié un livre en 2023 chez Gallimard qui s'intitule Être soi, une quête essentielle au service du monde. Donc 3 façons d'être soi, peut-être 3 pratiques, 3 parcours très différents, 3 rapports au corps et à soi très différents. Alors je vais peut-être commencer par toi, Amala, très rapidement, pour te poser des questions. Être soi-même, ta vie a commencé au Sénégal et s'est poursuivie en France 7 ans plus tard. Donc déjà, c'était un autre climat, une autre culture. Je crois que tu étais le seul enfant noir dans ta classe. Et puis, tu as trouvé le hip-hop peut-être pour t'exprimer, pour te connecter, pour être toi, être toi-même. Comment ça s'est passé, ce premier voyage initiatique? Bonsoir tout le monde. Alors pour moi, c'était
un saut vers l'inconnu, parce que au Sénégal, on avait cette vue en communauté où tout le monde prenait soin des uns des autres. On était, voilà, on avait la liberté de vaquer, d'aller là où on voulait, parce que tout le monde se connaissait. On savait qu'on était l'enfant de telle famille, on résidait à tel endroit, donc les adultes ou les plus grands veillaient sur nous. Et lorsque je suis arrivé en France, eh ben, interdiction totale de sortir, parce que c'est dangereux. On peut y avoir des accidents, tu risques de te perdre, et puis les codes sont différents. Donc il a fallu que je reste à la maison. Et mon seul compagnon que j'avais, c'était la télévision. C'était Dorothée à l'époque. Et moi, je me suis construit comme ça avec la culture populaire. Et en même temps, il y avait, donc à cette période-là, on est début des années 80, c'est Michael Jackson, c'est les films d'arts martiaux, Bruce Lee, et puis Dorothée, ainsi que l'arrivée de la culture hip-hop en France, avec l'émission de Sydney HIP-HOP. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de cette période-là. Et ce qui était intéressant, c'est que, pareil, il fallait que se trouver des amis, puis essayer de comprendre les codes de la société française. Alors on est enfant, mais avoir des copains, des copines à l'école. Et ça a pu se faire grâce à la danse. Le fait de pouvoir être interpellé par cette nouvelle gestuelle, cette nouvelle dynamique qui nous faisait des États-Unis, ça fait que quand on se retrouvait dans la cour de récréation, on essayait de reproduire les mouvements qu'on avait vus à la télé, et puis de rappeler aussi que j'ai la chance d'avoir ce don pour la danse. Depuis tout petit, lorsque je vois des mouvements ou que j'entends la musique, il y a tout de suite des mouvements qui me viennent de manière très précise et j'arrive à les reproduire. Donc, ce qui fait que lorsque je reproduisais des mouvements de danse, il y avait une espèce de polarité, les gens venaient autour de moi et puis voilà, c'est comme ça que j'ai réussi dans un premier temps, à me sociabiliser d'une certaine manière. Il y avait aussi une autre langue, hein. Je crois que tu n'étais pas francophone d'origine et tu as voilà, aussi t'exprimer par la langue. Il y avait le climat, enfin il y avait beaucoup de choses qui étaient un défi aussi. Voilà, c'est vrai que mon premier défi, en fait, il m'a été imposé par mon père. Parce qu'il faut savoir que lorsque mes parents m'ont eu, ils n'étaient pas mariés. Du coup, ma mère a décidé de fonder se marier, puis elle est venue en France. Et moi, je suis resté au Sénégal avec mon père, qui a eu sa femme, et puis j'ai des demi-frères et demi-sœurs. Et à un moment, j'avais eu envie de retrouver ma mère biologique. Et mon père m'a dit, ok, d'accord, très bien, mais si tu veux aller en France retrouver ta mère, tu dois parler français. Donc c'est le premier défi qu'il m'a lancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé mon père qui parlait avec mon grand-père. Il se parlait qu'en français, voilà, parce qu'il faisait partie de l'administration, on va dire, post-coloniale française. Du coup, ils étaient dans la police. Mon grand-père était le premier motard sénégalais et mon père aussi était le premier policier avec une formation de CRS au Sénégal. Du coup, ils ne se parlaient avec une certaine forme de hiérarchie qu'en français. Donc, je les observais et du coup, j'ai appris à parler français. Et quand il a validé que j'avais un niveau satisfaisant... Tu savais déjà un petit peu parler français avant d'arriver en France. C'est pour ça qu'il m'a préparé ton coup. Très bien. On va parler aussi avec toi, Arthur. Donc, toi, très jeune, tu as eu aussi des défis à accomplir. Alors, tu me disais l'autre jour que quand tu étais ado, peut-être, je sais pas quel était ton rapport à l'école, mais c'était pas forcément évident. Et puis tu me disais parfois quand je réussisse ou que je rate, on me renvoyait souvent à ma mère. Donc il fallait aussi s'inventer. Et puis je crois que tu as connu aussi l'épreuve peut-être du découragement ou de la dépression. Et c'est vraiment le sport qui t'a permis de te trouver aussi. Et la natation en l'occurrence. Ouais, en fait, moi j'ai fait énormément de compétitions quand j'étais jeune, et je faisais que ça en fait de ma vie. Quand j'étais enfant. Quand j'étais toujours jeune. Oui. Ouais, quand j'avais depuis mes 4 ans en fait, je fais du sport. Enfin, je faisais de la natation, mais je crois qu'à partir de mes 6 ans, je faisais de la natation tous les jours. Voilà, c'est avec pour objectif de devenir pourquoi pas champion olympique. Enfin voilà, j'avais un rapport à la réussite qui était qui était très lié à la compétition, et en fait ça m'a détruit parce que j'étais pas fait pour ça, quoi, tout simplement. Enfin, j'ai l'impression que on nous impose un peu ce devoir de réussir de cette manière-là, et surtout avec
avec la pression d'être fils d'eux, de voilà que on n'a pas le droit de rater, pas le droit de. Enfin, j'ai eu la chance d'une part parce que je pense que Amala, toi, t'as pu vivre dans des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles que moi. Moi, c'était mentalement que c'était plus difficile, où j'ai eu du mal du coup à me construire. Et ça me fait marrer que tu racontes que tu regardais que tu essayais de répéter les mouvements de ce que tu voyais à la télé, parce que moi quand j'avais 10 ans, c'était pareil, je regardais les nageurs à la télé et j'essayais de reproduire ce qu'ils faisaient, et je me souviens d'avoir vraiment grandi comme ça jusqu'à mes 16 ans en ne pensant qu'à nager matin, midi, soir. Enfin, il y avait que ça dans ma tête, tous mes amis étaient nageurs, etc. Et un jour, j'ai eu cette espèce de prise de conscience de me dire, mais pourquoi je fais ça en fait, quel est le but de ma vie? J'avais l'impression de suivre un chemin qui était pas le mien, et en plus d'être malheureux, parce que quand on fait de la compétition, notre bonheur ne dépend uniquement que de nos résultats. Et plus on devient bon entre guillemets dans un sport, plus c'est difficile d'être heureux, parce qu'il y a plus qu'une poignée de gens qui réussissent entre guillemets. Et moi j'étais toujours à ça d'y arriver, mais j'y arrivais pas. Et donc j'ai eu une grosse phase de remise en question. J'ai fait une dépression. J'ai même été suicidaire pendant un moment. Aujourd'hui j'ai de la facilité à en parler, mais c'était quelque chose de très dur pour moi. Et en plus dans cet environnement qui fait que on n'a pas le droit de pas être bien en fait quand on est fils d'eux, on peut ni le montrer ni en parler. C'est être vulnérable, pour ses parents, etc., qui sont une entité importante, plus importante que je l'étais en tout cas à l'époque, dans mon imaginaire en tout cas. Donc voilà, je me suis un peu construit avec tous ces questionnements, et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est pas forcément le sport, parce que ça je l'avais déjà dans ma vie, c'est plutôt de me rapprocher de la nature. Et du coup quand j'avais 15 ans, j'ai imaginé le défi de traverser la Manche à la nage, et c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la première fois que j'essayais de faire quelque chose pour moi, parce que ça me faisait plaisir. Par exemple, quand on traverse la Manche à la nage, normalement, on est censé le faire sans combinaison, parce que c'est comme ça que c'est le plus prestigieux. Je sais pas. Sauf que pour réussir à traverser la Manche à la nage sans combinaison, il aurait fallu que je prenne 30 kilos. Et moi, j'avais pas du tout envie de prendre 30 kilos. Moi, tout ce que je voulais, c'était de traverser la Manche. C'est ça qui me faisait plaisir, quoi. Et du coup, j'ai refusé de faire ça, et je me suis dit, je me lance, j'ai envie de faire mon défi, et en fait, en essayant petit à petit de comprendre comment j'allais pouvoir traverser la Manche à la nage. Donc il y a plein d'obstacles, le froid, la distance qu'il faut pour nager, le mal de mer. C'est bête, mais on passe 10 heures dans sa tête, donc il faut apprendre à être seul avec soi-même pendant 10 heures et à pas s'arrêter, quoi. J'ai fait plein de rencontres hyper intéressantes, et je dirais que c'est ça qui m'a permis en fait d'en sortir. C'est la rencontre par le biais de l'aventure, du sport, et c'est un peu ce qui me guide encore aujourd'hui. C'est là-dedans que j'ai un peu trouvé ma voie, et j'ai envie que n'importe qui puisse aussi la trouver un peu comme ça, quoi. C'est intéressant parce que les défis, en fait, c'est pas forcément. Il y a défi et défi. Il y a être champion du monde, c'est une forme de défi, mais qui peut être un peu mortifère, alors qu'un défi pour soi, traverser la Manche, quel que soit le temps, quel que soit le classement, c'est déjà un beau défi. Alors Inès, on va évoquer à nouveau avec toi cette question d'être soi. Donc, je rappelle que ton livre s'intitule Être soi, une quête essentielle au service du monde. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important pour le monde, mais déjà pour soi. Donc être soi, c'est déjà une injonction d'époque énorme, puisque les magazines, les publicités. Je regardais l'autre jour, il y a une publicité pour une voiture. Je pense que ça a été fait 1000 fois, mais ça se fait encore aujourd'hui. Être soi-même, acheter telle voiture. Donc la publicité, les magazines, le développement personnel. Comment tu regardes ce paysage d'injonction? Et est-ce qu'on peut faire une différence entre le moi, le moi-même, et le soi? Parce que le soi, c'est quand même plus profond que être moi-même. Bon, beaucoup de questions en une. D'abord, je vous remercie. Bonsoir à chacune et chacun. Merci beaucoup d'être là. Vous m'entendez bien? Super. Je suis très heureuse de partager cette scène avec
tous ces messieurs. Alors d'abord, dans ce que vous avez dit, il y a plein de choses qui vont me permettre de commencer, non pas à répondre, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas à commencer à ouvrir des pistes, de commencer à nous engager dans une réflexion. Alors, il est vrai que avant d'être une injonction, je pense que c'est avant tout une aspiration essentielle, et même qui a pris la forme d'une revendication, justement parce qu'elle se retrouve trop frustrée dans les conditions de notre société actuelle, de nos modes de vie actuels. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. Et on peut déplorer également, je le déplore, que ce soit, comme toujours, lorsqu'une aspiration essentielle se trouve frustrée, eh bien, ça crée les conditions d'un nouveau marché, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une récupération commerciale de cette détresse, c'est avant tout une détresse ou un manque qui est absolument vital en fait pour nous. Je vais en parler. Donc moi j'aimerais parler d'abord de cette aspiration essentielle et pourquoi ce serait une aspiration si essentielle, typiquement humaine. Bienvenue chez les êtres humains. Parce que nous, les êtres humains, ce qui nous caractérise, c'est que, eh bien, on se contente pas de vivre. On a besoin d'exister. C'est une distinction qui est faite classiquement en philosophie entre vivre et exister. Je me permets, je suis pas philosophe, je le précise, mais ça m'empêche pas de m'inspirer, de mobiliser des notions philosophiques. Vous voyez, vivre, c'est répondre à ses besoins d'existence. Ce que Abraham Maslow appelait les besoins élémentaires. Avoir un toit, manger, être en sécurité, appartenir à un groupe, etc., etc. C'est bien, c'est important, il faut pas le négliger, mais ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire que même lorsqu'on parvient à faire cela, même si on le fait bien, eh bien, on n'arrive pas à s'arrêter là, nous les êtres humains. On cherche encore autre chose. D'où le fait qu'on ressent une insatisfaction toujours lancinante et profonde, même si parfois on réunit des conditions d'existence tout à fait désirables, heureuses, etc. Nous aurions besoin en plus d'exister. La différence entre vivre et exister, c'est que vivre, ça relève de l'acte d'être, et exister, c'est la conscience d'être. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir conscience de qui on est et connaissance de qui on est, de comprendre le sens de notre existence. Voilà. Et ça, tant que c'est pas réglé d'une certaine façon, eh bien, on est toujours en fait en recherche, en quête de quelque chose, sans parfois avoir les moyens de savoir exactement quoi. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je suis jamais satisfait? Alors, rien de nouveau sous le soleil. C'est pas que nous les modernes. C'est de tout temps, en tous les cas aussi loin que la mémoire remonte. Il suffit de se rappeler de grandes phrases de sagesse qu'on connaît, de grands conseils de sagesse qu'on connaît tous. Connais-toi toi-même, qui est attribué à Socrate, qui était l'épigraphe du temple de Delphes. Deviens qui tu es. On croirait les publicités d'aujourd'hui. Et oui, on va en parler. Oui, parce qu'ils sont forts en récupération. Qui était attribué, qui est de Pindare et qui a été repris par Nietzsche. Va vers toi. Qu'on retrouve dans la Genèse. La Bible, c'est Dieu qui le dit à Abraham. Va vers toi. C'est beau, ça va vers toi. Bon. Donc ces trois phrases, vous voyez, déjà là, c'est comme si ça nous plantait le décor de l'histoire de l'humanité. Donc quand même, je trouve que c'est important de prendre un peu de profondeur de champ. C'est-à-dire, ça nous signale une chose, dès le départ, c'est qu'il y a un écart entre ce que l'on croit être spontanément et ce que nous serions en vérité. Il y aurait un écart entre l'expérience première qu'on fait de nous-mêmes et nos possibilités ultimes. Et ce serait en raison de l'existence de cet écart qu'il y aurait un trajet à faire, un chemin à parcourir, une voie. Tu as dit tout à l'heure, j'ai trouvé ma voie. J'aimerais aider les gens à trouver ma voie. Bon. Voilà. Donc c'est ça que je voulais commencer par signaler sans prendre trop longtemps la parole. Quoi, on aurait à devenir ce que l'on est. On ne peut pas ne pas l'être. Voyez. Donc c'est relatif. Il faut bien le comprendre à la conscience. On est de tout le temps. On ne peut pas ne pas être ce que l'on est.
Mais ce qui serait à gagner ou à regagner, ce qui aurait été perdu, c'est la compréhension, la connaissance, la conscience de qui nous sommes. Voilà. Merci pour ce propos qui effectivement permet de d'avoir un autre genre de parole aussi. Et c'est vraiment super intéressant. Et je te pose d'autres questions. Amala, je vais revenir à toi. Pour écouter, entendre aussi brièvement la suite de ton parcours. Donc après cette enfance en Haute-Savoie, je crois que alors le hip-hop a pris beaucoup de place, la culture urbaine, la culture hip-hop, mais tu as fait des études, je crois, de commercial, et tu avais un BTS commercial. Et donc, avant de devenir danseur, ou tout en dansant, tu as quand même commencé à travailler. Et je crois que tu vendais des encyclopédies dans les lotissements. Ça se passait pas très bien. Enfin voilà, il y avait encore des questions, des difficultés. Et puis cette vocation d'artiste, parce qu'on peut avoir tous cette vocation-là, mais quels sacrifices on fait? Est-ce qu'on l'embrasse ou pas? Comment tu as décidé finalement de devenir danseur professionnel et aussi d'abandonner une part de la culture hip-hop pour découvrir de nouveaux codes de danse au CNDC? Ça, c'est tout le résumé de ma vie. Hein. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement. Quand je suis arrivé à l'âge de 7 ans, il fallait que je fasse une mise à jour, en fait, de tous les codes que j'avais appris. En fait, c'est tout à fait autre chose. Et pendant toute mon adolescence, j'ai appris à devenir français. Et je suis devenu français. Je me suis très bien intégré. La culture hip-hop m'a aidé, à grandir. Aussi à devenir français, d'ailleurs. Aussi, tout à fait. Et du coup, mais dans cette intégration, j'avais oublié que j'étais noir en France. Et ça m'a été rappelé de manière assez brutale. Comme tu disais, j'étais donc en BTS commercial, et puis plus précisément, j'étais en stage chez Ouest France, donc je devais aller chez les personnes qui avaient des abonnements qui se faisaient livrer chez eux, et du coup, je devais renouveler les abonnements, plus leur proposer quelques services. Et j'étais dans un quartier à Angers, et je me fais contrôler par la police. Et du coup, je leur demande, mais pourquoi vous me contrôlez? Et ils me répondent que les habitants du quartier nous ont appelés parce que vous étiez... Voilà. Ils ont signalé votre présence. Du coup... ça, je l'ai très mal pris, en fait. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'aspirais malgré tout à avoir un métier où j'étais potentiellement susceptible de vendre des produits à des clients et entre autres gagner leur confiance pour essayer d'arriver à mes fins. Mais le problème, c'est que cette situation, en fait, m'a ramené strictement à ma couleur de peau et à mes origines et au nègre que j'étais. Donc ça a été pour moi très compliqué, et en fait à ce moment-là j'ai renoncé à tout. Je me suis dit, ça servait à quoi de faire tous ces efforts si finalement il y a cette frontière invisible mais très prégnante qui va me séparer de toi, en fait. Donc et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la danse et toujours ces clichés, on va dire, tous ces clichés, un noir qui danse, ça rassure. Et j'ai eu, après cette période-là, pour vous dire, hein, je l'ai vraiment très mal vécu, donc j'ai abandonné mes études. J'y allais à l'école, mais j'avais plus d'inspiration, donc du coup j'ai refait une année en BTS. Parce que fallait quand même que j'obtienne mon diplôme, et pendant cette année où j'ai refait mon diplôme, je me suis interrogé sur qu'est-ce que je vais faire. J'avais pensé à quitter la France. Je me suis dit, en fait, c'est ridicule, ça sert à rien, parce que j'y voyais, mon regard était biaisé, en fait. Et je me suis dit, mais si je peux pas renoncer. Parce que justement, en parallèle, dans la culture hip-hop dans laquelle j'ai grandi, c'était vraiment tout le temps sortir de sa zone de confort, se lancer des défis, essayer d'aller
chercher encore plus loin. C'est la notion de battle. Exactement. C'est présent. Exactement. Et par exemple, ne serait-ce que pour au-delà du battle, lorsqu'on apprend un mouvement, il y a une vraie forme de tonicité et de physicalité dans la danse hip-hop. Il faut beaucoup d'entraînement. Ça passe par les échecs, ça passe aussi par le fait de voilà, je vais essayer d'y arriver. Il y a cette notion-là de toujours aller chercher plus loin. Et je me suis dit, je peux pas abandonner. Comment est-ce que je vais essayer d'intégrer avec ce que je suis, moi, dans cette société-là? Et je me suis dit, un noir qui danse, ça rassure. Donc, si je danse et que j'arrive à déplacer un peu les regards, déplacer les mentalités, essayer de m'intégrer dans cette société en portant un message, peut-être que là, j'aurais réussi quelque chose. Tu faisais un peu la synthèse des contraintes et c'était presque stratégique. Et tu t'es dit, bon, c'était d'abord un désir peut-être profond d'être artiste et de danser, mais dans ce cadre-là. Ah non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Je faisais de la danse comme tu faisais de la natation ou des gens faisaient du foot et tout ça. Moi, je le faisais parce que j'adorais ça. Donc, c'est né plutôt des contraintes extérieures. Absolument. Okay. Alors, c'était vraiment pas du tout dans mes objectifs de devenir artiste. Et je le suis devenu par contrainte. On devient soi-même quand on trouve pas sa place forcément quelque part. Parfois. J'ai l'impression. Après, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'habitais à Angers. À Angers se trouve le Centre national de danse contemporaine, qui est une des écoles les plus importantes, en tout cas de formation en danse contemporaine. Il y a à Paris le CNSM, à Lyon aussi. Il y avait une formation vers Nice au Cannes de Rosella Itawa, et il y avait le Centre national de danse contemporaine qui invite plus de 400 candidats chaque année pour 20 retenues. Et j'ai eu la chance d'être le premier danseur hip-hop à intégrer cette école-là. D'accord. Et ça s'est fait vraiment par hasard, hein, parce que j'avais un ami sur une terrasse un soir qui me dit, bah malade, demain je fais passer l'audition pour les garçons. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah rien. C'est fou. Je suis allé, puis les hasards aussi sur notre chemin. Et donc en intégrant le CNDC, tu as appris d'autres codes de danse, peut-être classique et contemporaine, et tu as dû abandonner une part de ta culture hip-hop, où certains peut-être dans la mouvance hip-hop peut-être pouvaient regarder aussi, voir ça comme une transgression. Oui. C'est cet aspect-là. Alors là, on est dans les années 2000 et il y avait donc à cette époque-là beaucoup de danseurs contemporains qui invitaient la danse hip-hop sur scène, mais les deux cohabitaient mais ne se mélangeaient pas forcément. Et toute ma communauté hip-hop me disait, mais Amala, tu te rends compte, tu vas faire la danse contemporaine, tu vas te retrouver nu sur scène à danser sans musique. Voilà un peu les clichés qu'on avait à l'époque. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de prouver déjà dans un premier temps que en tant que danseur hip-hop, on pouvait acquérir une technique contemporaine, qu'on pouvait aussi rester authentique, et que le défi que je me lançais, c'était de me dire que il y a là, pour moi, une nouvelle manière de déployer ma danse et de aussi essayer, toujours en gardant cet objectif-là, de comment est-ce que je peux dialoguer avec ma société contemporaine. Merci. Bah écoute, le parcours continue. On va encore en reparler. Alors Arthur, là je suis à nouveau au bord de la Manche. Il y a cette traversée que tu vas faire. Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir réussi, alors finalement avec une combinaison, parce que je crois que le défi d'être soi s'accompagne parfois d'une mise en danger. Tu t'étais un peu mis en danger, je crois que tu étais en hypothermie, enfin voilà. Et donc en intégrant là aussi les contraintes de cette discipline, tu réussis quand même à accomplir quelque chose. Comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a donné des ailes pour continuer, parce que ton parcours de nageur et bientôt d'aventurier a continué? Eh ben écoute, je crois que bon, déjà pour répondre juste à ta question, quand je suis arrivé, c'était un moment, je pense que c'est indescriptible, quoi, parce que c'était un peu une rédemption pour moi, cette idée de traverser la Manche. Et je crois que j'ai eu une tendinite en fait pendant que je nageais. Et les 3 dernières heures, j'ai dû nager avec cette tendinite. Pour ceux qui nagent, imaginez qu'à chaque coup de bras, on vous plante un couteau dans l'épaule, quoi. C'est vraiment hyper douloureux, parce que c'était une tendinite qui revenait depuis longtemps. Et du coup, peut-être les 10 dernières minutes, en fait, faut s'imaginer que quand on traverse la Manche, il y a un bateau qui nage à côté de nous pour nous donner le cap, pour nous donner à manger, etc. Et en fait, quand il arrive proche des côtes, on arrive en France, hein, du coup, vers Ouessant.
quand il arrive au niveau des côtes, il y a plus assez de tirant d'eau, le bateau il peut plus passer parce que la plage elle est très longue en fait, et donc il y a un moment où le bateau accompagnateur s'arrête et on se retrouve seul à nager vers la plage. Il reste encore 800 mètres à faire quoi. Et là faut s'imaginer que enfin c'est un moment hyper intense émotionnellement, parce que on se revoit en train de s'entraîner, en train il y a eu des moments difficiles durant toute cette traversée. En fait, c'est ça qui m'a le plus appris, hein. C'est tout l'entraînement, toutes les rencontres que j'ai fait, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et en fait, je me souviens de ces 10 minutes comme d'un instant un peu suspendu dans le temps, et c'est indescriptible. Je crois que j'ai jamais revécu enfin si j'ai revécu ça une deuxième fois du coup pour un projet pour la scène à la nage dont on parlera peut-être après, et c'est absolument, enfin c'est impossible de poser des mots dessus, à part que c'est un moment de grâce et d'intensité, c'est ça, suspendu dans le temps où j'avais plus mal en fait, plus du tout. Pourtant j'avais pas d'adrénaline, enfin c'était vraiment un moment de calme où j'ai l'impression d'avoir fait la paix avec moi-même quoi. Et pour répondre aussi à ta question, moi ce qui m'a énormément marqué avec ce projet, c'est qu'en fait j'y croyais pas. En fait, quand je l'ai fait, je sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont vu le documentaire qui s'appelle The Downwall, où c'est un gars qui va escalader une montagne qui a pas de prise. C'est une montagne toute plate. Et tout le monde lui dit mais t'es fou, tu vas jamais y arriver. En fait, le gars il a mis 10 ans à l'escalader, mais il y croyait même pas lui-même. Mais c'est juste qu'il était en dépression, il avait besoin de se mettre un mur infranchissable en face de lui. Et c'était sa manière de penser à autre chose, de faire autre chose, puis d'avancer. Voilà. Et moi, la Manche, c'était ça. En fait, j'avais jamais nagé en eau libre un an auparavant. J'avais jamais fait ça. J'avais peur de m'éloigner de la plage parce que j'avais peur qu'il y ait un requin qui me croque. Un an auparavant, je tenais même pas une demi-heure dans de l'eau à 18 degrés, alors que la Manche c'est 16 degrés, je devais tenir 10 heures. Donc voilà, j'y croyais pas, et en fait j'ai fait une rencontre assez extraordinaire de quelqu'un qui s'appelle Sébastien Payet, qui est une personne qui a vraiment changé ma vie, et qui m'a enseigné des méthodes de respiration. C'est pour ça que ce que tu vas raconter après dans la Drôme peut-être, ça m'a inspiré énormément, parce que moi c'est là où j'ai vraiment ça m'a changé, ça m'a bouleversé, ce genre d'expérience. Et en fait je me suis retrouvé pendant 3 jours à faire des bains dans de l'eau glacée, etc., à discuter avec ce personnage qui est super intéressant, à faire des méthodes de respiration, à essayer de comprendre qui j'étais. Et ça, c'était peut-être 2 mois avant de traverser la Manche. C'était aussi important que la traversée en Allemagne. Voilà, et c'est ça qui reste aujourd'hui. Je sais, aujourd'hui, c'était le 13 mars 2018. Et j'ai toujours retenu la date où j'ai rencontré cette personne, alors que je retiens même pas la date d'anniversaire de mes parents. Pas contre eux, hein, mais voilà. Donc, super. Donc oui, être soi, ça se travaille. Je pense qu'on pourra en parler aussi. Et ça demande de la discipline, des efforts. Parfois, il y a des dangers. Le titre de ton livre, Inès, c'est Être soi, une quête essentielle. On voit à quel point c'est une quête, c'est une recherche, un chemin au service du monde. Pourquoi être soi, c'est au service du monde? Alors c'est pas automatique, ni systématique, ni mécanique. C'est-à-dire que c'est là où ça va être peut-être important. Je vais mobiliser une distinction un peu classique entre... alors, attention, hein, c'est des concepts, donc ça a toujours le défaut d'être... limité, c'est un peu simplificateur, etc. Mais ça nous aide à penser quand même, donc on va le tenter. Une distinction classique entre le moi et le soi. Pour le dire un petit peu différemment, un thérapeute qui s'appelle Karl Graf Durkheim m'appelle le moi social et l'être essentiel, ou l'être existentiel et l'être essentiel, le moi social ou le moi profond. Henri Bergson parlait, lui, du moi superficiel et également du moi profond. Jung disait le moi phénoménal et le moi transcendant. Bon, bref. En tout cas, vous voyez déjà, ça nous met sur la piste. Quelle est l'idée derrière? L'idée derrière, c'est la suivante, c'est que
tout simplement, ça rejoint ce que je disais au début, vous voyez, quand je disais la conscience spontanée qu'on a de nous-mêmes, en fait, est limitée et réduite. Pourquoi ? Parce que spontanément, on s'identifie à la partie la plus visible et perceptible de notre être. Le corps. On se regarde dans un miroir et on se dit « c'est moi ». Ah bon ? Bon, c'est la première chose qu'on se dit. Voilà, donc on s'identifie à notre corps, à nos pensées, à notre biographie, vous voyez ? Et quand on cherche au début à se connaître, et qu'on est un peu démuni, et ben on va chercher tout ce qui est saillant, tout ce que je peux recueillir comme information sur moi-même, donc tout ce que j'ai, tout ce qui est perceptible et visible. Donc ça va être quand on demande à quelqu'un s'il se connaît, il va dire oui, je me connais bien ou mieux à partir du moment où je sais mieux mes réactions émotionnelles, mon comportement, je connais mes qualités, mes défauts, mes goûts, mon histoire familiale, j'ai même enquêté, j'ai remonté à différentes générations, etc., etc. Tout cela concerne, de cette façon, je vais le dire en ces termes, notre moi, notre être historique, notre être de surface, qui est, du point de vue en tout cas des traditions de sagesse, là encore, je vais le préciser, l'identité la plus relative et provisoire de ce que nous sommes. Il y aurait, je le mets bien au conditionnel parce que c'est une hypothèse. Après, à chacun de vérifier par soi-même si l'hypothèse est juste ou pas. C'est ça aussi l'objet de la quête. Hein. Il y aurait une autre partie qui est de nous qui est invisible, secrète, mystérieuse, c'est-à-dire dont on n'a pas spontanément conscience. Et c'est celle qui doit faire l'objet d'une investigation, d'une recherche. Voilà. Alors, c'est d'abord une inconnue en fait. Hein. Donc il y aurait une partie de nous connue, une partie de nous inconnue. Et c'est ça qui fait que la vie est intéressante. Parce que sinon, si tout est connu d'avance, de cette façon, bon. Et on peut envisager justement le but de l'existence humaine comme ce grand jeu de pistes, cette grande recherche, cette quête, pour découvrir qui nous sommes. Bon. C'est d'ailleurs c'était l'objet de tous les grands récits symboliques, que le grande mythologie, les légendes, les contes, la quête du Graal, le voyage d'Ulysse, toute la mythologie biblique, la traversée de l'Égypte, etc. Tous dans ce langage, donc c'est le langage même de cette partie invisible de nous, vous voyez, que de parler en images, par l'image, pas par le logos, par le mythos, hein, et d'essayer de communiquer à notre conscience ordinaire par les images. Et à chaque fois, donc, ce grand symbolisme de la traversée, de l'aventure, de l'épopée, eh bien, en réalité, dans ce cadre-là, nous parle du voyage intérieur. Voilà. Et donc, cette idée que, spontanément, nous, on se reconnaît que dans notre dimension, que dans notre être de surface, mais qu'on aurait une réalité plus profonde, et que aller à la rencontre de soi, c'est aller à la rencontre, c'est chercher à se réenraciner, à se redécouvrir, à se retrouver dans cette dimension plus profonde, qui est d'un tout autre ordre, qui est sans commune mesure avec ce à quoi on a l'habitude, voilà. Et c'est pour ça qu'elle nous déstabilise et qu'elle nous fait aussi peut-être un peu peur. C'est le grand inconnu. Pourquoi c'est au service du monde? Alors pourquoi ça fait du bien aux autres? Alors justement cette différence. Donc le problème, on rejoint ce que tu disais au départ, Julien, c'est-à-dire que la façon dont on envisage aujourd'hui, ou en tout cas dont on fait la promotion de l'être soi aujourd'hui, par rapport à la distinction que je viens de formuler, je vais le reformuler, on fait la promotion de l'être moi. Donc c'est-à-dire on engage les êtres humains actuellement à se dire tu es insatisfait, bah c'est normal, c'est parce que tu te sens trop à l'étroit dans ton petit moi ordinaire. Jusque-là, on est tous d'accord. Sauf que on est moins d'accord, en tout cas, c'est pas le conseil traditionnel. Après, chacun doit faire ses recherches et ses choix, avec les moyens pour y remédier. Là, ce qu'on nous vend ou nous promet, peut-être parfois avec des très bonnes intentions d'ailleurs, vous voyez, c'est alors si tu te sens trop à l'étroit, il faut que tu grossisses ton moi. Il y a un rapport à l'ego, en fait, c'est ça? Exactement, il faut que tu augmentes ton moi, le périmètre de ton moi. Il faut que tu réussisses plus. Il faut que tu aies plus de richesse, plus de qualité, que tu développes tes talents, etc., etc. Tu développes toutes tes facultés physiques, psychiques, etc., etc. Le conseil traditionnel
et l'inverse. Ils nous disent, toi, l'être humain, tout ton problème, c'est justement comme tu t'identifies à ton moi, c'est de comprendre que tu n'es pas que cela. Et que tu te rencontres dans une l'autre dimension qui, elle, transcende tous les qualificatifs, tous les ceci, les cela que tu peux accumuler ou développer, etc. Je vais employer une image et je terminerai là-dessus parce que on a besoin des images, sinon on est perdu. Il y a plein d'images traditionnelles qui en parlent. Je vais employer celle de la mer, grâce à toi, voilà. Une image traditionnelle, c'est de la mer. Dire, en fait, toi, l'être humain, ton souci, c'est que tu es comme une vague au milieu de la mer, qui s'identifie qu'à la vague, qui croit n'être qu'une vague, au milieu de plein d'autres vagues. Donc d'abord, tu te sens petite, au milieu d'une multitude, un peu noyée dans la masse, etc., etc. Et donc justement, soit tu aspires à ce que ce soit toujours le calme plat, qu'il fasse beau, que ce soit le grand soleil, parce que dès qu'il y a des turpitudes, des grands vents, des tempêtes, tu te sens menacé pour l'intégralité de ton être, vous voyez, dans ton intégrité totale. Soit tu cherches à grossir ta vague et être la plus impressionnante de la mer, qui fait peur à toutes les autres petites vagues et qui prend le plus de place possible dans la mer, etc. Bon, mais c'est vain. Ces deux types de solutions sont vaines. Elles sont limitées. Et en plus, elles vont dans la mauvaise direction. Ce que nous disent les traditions de la sagesse, nous disent, tu te trompes. C'est une illusion. Tu n'es pas la vague. Tu n'es pas que la vague. Tu es la mer dans le langage de la vague. Le sage Ramana Maharshi, le sage hindou que j'aime beaucoup, il dit, je vais le reformuler, je le dirai pas aussi bien que lui, mais il dit ça. Il dit, le je, avec un J majuscule, le je ininterrompu, le soi, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, l'être essentiel, est l'océan infini. Le petit jeu, avec un J minuscule, est comme une bulle à la surface de l'océan. Quand la bulle éclate, elle rejoint l'océan. Et quand la bulle était bulle, elle n'a jamais été autre chose que l'océan. Oui. Et les traditions célestes, à cet égard, nous disent, donc, mais c'est naturel, on a tous spontanément conscience, on croit tous être que la vague. Dis donc, pour ça, tu as un effort à faire pour comprendre que tu es la mer dans le langage de la vague. Eh bien, tu as un effort à faire. Il faut que tu plonges dans tes profondeurs. Plonge. Donc moi aussi, j'ai envie de dire, je suis une psychologue qui passe beaucoup de temps sur des sièges, des canapés, mais je suis une grande nageuse. Mais je suis une nageuse immobile. Et c'est un grand symbole, l'océan, pour parler justement du soi et de, voilà. Donc tout ton récit est autant symbolique que littéral. Tu as fait dans les deux sens du terme. Voilà. Mais je pourrais employer une autre image plus tard qui fera un lien avec la danse. Et la vague, la mer, la natation et la danse, finalement, c'est pas si éloigné dans la fluidité, dans l'énergie et dans la traversée des espaces. Donc on va parler de la danse à nouveau. Tu es devenu danseur, tu as eu la meilleure formation qui soit, tu as dansé pour différents chorégraphes, et à un moment donné, tu es devenu chorégraphe, et ça aussi, c'est encore une évolution vers le soi, passer à la mise en scène, à la chorégraphie. Récemment, tu étais en Afrique de l'Ouest, tu as chorégraphié un spectacle avec différents danseurs d'Afrique de l'Ouest. Il y a un documentaire qui a été fait sur ce projet. Tu leur dis souvent, soyez vous-même, dansez, mais évidemment, sincèrement. Et comment la danse aussi peut nous aider, peut nous révéler, comme peut-être toute pratique artistique, mais particulièrement la danse. Comment ça se passe aussi, la chorégraphie et la quête du soi avec les interprètes? Par quel biais je vais attaquer pour répondre à cette question? Peut-être parler de la danse, ouais. Oui. En quoi elle nous révèle? Déjà, il y a la technique. Il existe différentes techniques, et puis on va être plus sensible à la danse classique, à la danse contemporaine, au jazz, aux danses de caractère, à la danse hip-hop. Et en fait, il y a par contre les codes dans lesquels cette technique-là, l'enseignement nous enferme. Mais il y a une chose par contre qui est très importante, c'est le plaisir de la danse. Avant toute chose, si on décide de danser, c'est que on aime ça et qu'on arrive à trouver une certaine forme de liberté, une certaine forme d'expression à travers la danse, qui se perd parce que on fait
on nous apprend en tout cas à travers la technique que c'est comme ça qu'on doit danser. Et du coup, il y a une partie que les danseurs, en tout cas avec lesquels je travaille ou que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui me laissent totalement de côté. Et c'est ça, moi, que j'essaie de reconvoquer. C'est-à-dire que la technique est juste au service de ce qu'on a envie de déployer au moment où on danse. Et que le plaisir de la danse doit être en tout cas le moteur de ce qui va nous amener à être sur scène ou à partager avec ses camarades. Donc ce qui a été intéressant pour moi à travers la danse, c'est d'être moi-même, c'est-à-dire ce que je dis souvent aux interprètes, c'est lorsque vous montez sur scène, n'oubliez pas de ramener sur scène tout ce qui vous a construit en tant qu'individu, tout ce qui vous a motivé pour devenir danseur, et que n'ignorez pas non plus les personnes avec qui vous partagez l'espace scénique, parce qu'on nous a appris que sur scène on doit avoir une adresse au public et regarder ses camarades en regard périphérique, c'est-à-dire que je te vois mais je te regarde pas, et c'est d'une certaine manière déshumaniser ses camarades et ce qu'on en est aussi. Donc moi j'essaie de réinvestir en tout cas cet espace-là pour s'autoriser à se regarder, s'autoriser à inviter ses partenaires à travers son mouvement, dans son espace, par le regard, et du coup ça c'est un chemin qui est compliqué. Malgré le public, parce que le public parfois peut nous aider à être nous-mêmes, ou au contraire pas du tout. Ça. Il y a la question de la représentation. Tout à fait, et aussi le public a ainsi est éduqué d'une certaine manière à recevoir les spectacles, c'est-à-dire que son adresse. Mais moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est ce dialogue-là qui va s'installer entre les spectateurs et l'œuvre qui lui est présentée. C'est-à-dire que le chemin que le spectateur doit aller faire pour aller s'accaparer la proposition, donc aller essayer de comprendre ce qui se construit sur scène. C'est aussi cette démarche-là que je trouve intéressante, puisqu'il y a du coup un dialogue qui se crée entre les danseurs et les spectateurs. Merci beaucoup. On va à nouveau nager avec toi, Arthur. Donc après cette première expérience de traversée de la Manche à la nage, tu as pensé à un autre défi, un défi d'ailleurs qui a été assez médiatisé, c'est la descente de la Seine sur 774 km pendant près de 50 jours. Quels ont été les enseignements alors de ce défi? C'était encore une autre marche, c'était encore une autre discipline, une autre prise de conscience, parce qu'on parle avec Inès, voilà, c'est une question de conscience, tout ça. Comment la conscience s'élève aussi avec cette épreuve? Eh ben, écoute, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'à Mala, on a des chemins qui sont assez similaires. Moi, après mon premier défi, ça a été quelque chose de très cool pour moi, mais je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de me tourner vers les autres et de rencontrer les autres, et que c'était aussi une manière de mieux me comprendre, quoi, finalement. Quand on parle de la quête, je pense que l'autre a une part très importante. Et donc, du coup, j'ai essayé d'imaginer un défi où je pouvais beaucoup plus aller à la rencontre des gens, etc. Et donc, j'ai imaginé ce défi. Alors, j'avais aussi développé à ce moment-là, enfin toujours, hein, mais vraiment une envie de parler de notre environnement, de la Seine notamment, parce que c'est un fleuve qui faisait énormément parler, mais qu'on connaît très peu aussi finalement. Et j'avais envie que les gens puissent me découvrir en même temps que découvrir le fleuve. Et donc j'ai imaginé ce défi où du coup je partais en autonomie, donc avec toutes mes affaires, ma nourriture, de quoi dormir en bord de rivière. Je suis parti des sources de la Seine, donc sur le plateau de Langres entre Troyes et Dijon. Et puis du coup je nageais, et ce qui était vachement intéressant, parce que on parle du rapport à l'autre, c'est que j'avais besoin de rien en fait. Je suis parti, j'avais tout avec moi, et je demandais absolument rien aux autres à part une belle rencontre, quoi. Enfin, je leur demandais pas ça, mais c'est ce qui me donnait finalement.
Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, ils essayaient, tout le monde essayait de me donner de l'argent, du chocolat, mais tu veux pas quelque chose? Et j'étais obligé de refuser avec ferveur parce que vraiment, ils voulaient absolument me donner de quoi manger. Donc j'étais pas forcément contre absolument, mais je trouvais ça marrant que finalement, dans toutes les relations hyper intéressantes que j'ai eues, à chaque fois, la manière finalement de me remercier, c'était de vouloir absolument me donner quelque chose de très matériel, alors que moi, ça me suffisait amplement cette relation partagée. Voilà, c'était un peu pour revenir sur ce que tu disais, Amala. Moi, j'ai cette aventure, donc la scène à la nage, ça a été 50 jours, voilà, de belles rencontres. Et je me suis rendu compte que finalement, à la fois sur le sujet du soi et sur le sujet de l'écologie, moi qui est plus mon domaine, et en fait, on fait pas grand chose tout seul, quoi. Et donc ça a été aussi une manière de me guider vers mes projets, mes futurs projets, ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai aussi fait un documentaire, donc pour commencer, je voulais ajouter quelque chose d'artistique dans ce que je faisais, parce que quand on veut parler aux gens, je pense que ce qu'on a tous en commun, c'est notre sensibilité, et je voulais pas que la manière je voulais pas que la porte d'entrée vers mon univers, ça soit le sport et la difficulté physique. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me posais la question du danger. J'ai toujours essayé de pas être en danger. En fait, moi, ça m'intéresse pas, ce côté-là de l'aventure. Moi, je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. D'ailleurs, la scène à la nage, j'ai fait en sorte d'avoir du temps devant moi. Je faisais à peu près 15 km par jour. Donc c'est 6 heures de nage. Mais faut savoir que j'avais quand même pas mal de pression des potentiels partenaires, etc., qui voulaient que je fasse une performance physique. Et pour moi, c'était vraiment une volonté de prendre le temps de le faire. Et je pense, on va peut-être en parler, du temps dans la quête de soi. C'est quelque chose qui m'a énormément appris, en fait, le fait d'avoir 50 jours de temps pour moi à réfléchir, à dessiner, à penser. Ça a été merveilleux. Et je trouve que c'est un truc super important dans la discussion qu'on a de la quête de soi, quoi. Ouais, tu parles du temps, mais c'est vrai que ça me donne effectivement envie de rebondir aussi sur ta réflexion, Inès. Donc le être soi, ça prend du temps, ça se travaille, ça peut se cultiver de diverses manières, par la création, par le sport, par la quête spirituelle, et ça peut occasionner des changements dans sa vie. Ça peut même être ça peut bouleverser, ça peut changer les relations, le rapport au travail. C'est de ça que tu parles, je crois, dans ton livre. Oui, alors si on reprend le fil, et là je vais bien pouvoir m'appuyer sur vos témoignages, si on se dit que dans la recherche d'être soi, il y a ça passe par le fait de se recentrer. Vous voyez, il y a le prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup qui dit nos vies n'ont pas de sens parce qu'elles n'ont pas de centre. Vous voyez, que là, quand on parlait de s'enraciner dans la profondeur, vous voyez, c'est comme l'image aussi d'un petit bateau qui ballotte à la surface aussi longtemps qu'il n'arrive pas à plonger son ancre. Vous voyez, bon. D'ailleurs, le vocabulaire qu'on emploie, il est très juste, hein, quand on dit je cherche à m'aligner, m'axer, me centrer, etc. On est sur la bonne voie. Après, là encore, la seule chose, c'est qu'on a tendance à rechercher ça, toujours à porter l'effort à l'extérieur, sur les formes de nos vies, sur des choix, etc., et à sous-estimer ou à oublier l'étape ou en tout cas le correspondant intérieur, hein. Et que dans cette perspective-là, les changements extérieurs qui seraient justes, les bonnes formes à donner à notre vie, seraient celles qui seraient inspirées du dedans et plus influencées par le dehors. Voilà. Et qu'aussi, on a souvent, c'est ce dont tu témoignais tout à l'heure, Arthur, c'est que tu disais oui, j'étais pris dans une vie qui m'allait pas, ce que moi j'appelle le syndrome de l'autoroutier, c'est-à-dire on a le sentiment qu'on est embarqué dans quelque chose et c'est plus fort que nous, et que pourtant on est consentant, hein, on a bien dit oui à chaque étape, mais en fait on se retrouve quelque part après, on se reconnaît plus dans notre propre vie, on a l'impression de sous-exister, de vivre qu'à demi, de pas y être,
d'être dans une vie qui nous ressemble au fond pas vraiment, etc. Oui, c'est étrange quand même de ressentir ça, et c'est très largement partagé, je pense. On se le dit pas tout le 4 matins, mais en fait, c'est très largement partagé. Et c'est lié à ce que tu décrivais au départ, c'est le fait qu'on est dans des sociocultures actuelles où on est invité, voire obligé pousser en tout cas à se développer ne reconnaître et ne développer que le moi social. On fait nos choix par rapport à des soucis d'intégration, de réussite, etc., etc. Dans l'oubli, le déni de l'être essentiel. Hein. Alors que l'épanouissement humain, ce qu'on appellerait nous les modernes le bonheur, mais ce que les anciens appelaient l'accomplissement ou la réalisation, etc., viendrait de la condition pour cela, c'est une juste relation entre l'être essentiel et le moi social. Un moi social ou des formes qu'on donne à notre vie qui sont inspirées par l'être essentiel, et donc un moi social qui incarne notre être essentiel, notre être profond. Et ça, c'est sûr que c'est singulier, ça appartient à chacun. Vous voyez, de part et d'autre, là, on a deux parcours très différents, mais vous semblez témoigner du fait d'avoir trouvé des formes, ce par quoi ça passe. Voilà ce qu'on recherche. Donc, s'il s'agit de se relier en son centre et de libérer, c'est tout le thème de libérer en soi cette source d'inspiration et d'énergie. Pour la libérer, elle est toujours là. C'est comme un soleil, comme un grand soleil intérieur, comme c'est une image. Hein. Attention, c'est comme au cœur de la terre, il y a ce grand noyau de feu, voilà. Eh bien, c'est comparable à cela, mais c'est comme si l'accès était bouché par tout ce qui est occulte, tout ce qui fait écran, nos fausses représentations, nos fausses identifications, tout notre agitation mentale, etc., etc. Donc, le conseil traditionnel, c'est fais le vide, déblaye la route. Dégage la trachée, oui, bon. Et ça va remonter tout seul, de cette façon. Et c'est ce dont on fait l'expérience, on en fait tous l'expérience, je pense, à certains moments qu'on va appeler justement des moments de grâce. Ou des moments où les plus selon un thérapeute des États-Unis là qui s'appelle, j'arrive jamais à dire son nom parce qu'il est trop compliqué à prononcer, mais vous allez reconnaître le terme qu'il appelle le flow. Être dans le flow, vous voyez. C'est-à-dire, on fait tous l'expérience qu'à certains moments privilégiés, tout d'un coup, on sent, justement, je fais aussi ce geste, le souffle, vous voyez, qu'on se sent porté, transporté, voilà. Et c'est-à-dire comme si tout d'un coup notre âme, comme une voile, était bien orientée, bien inclinée et prenait le vent. Et tout d'un coup, le bateau il est plus à l'arrêt, tout à balloter, à être et à être malmené. Et de toute façon, et là, ça y est, il a un élan. On ressent un élan. Le thème chez Bergson de l'élan vital, vous voyez. Eh bien, ce sont des moments auxquels il faut accorder une grande importance. C'est ce que Durkheim appelle les percées de l'être, Maslow appelle des expériences paroxystiques. Mais bon, en fait, ce qu'on appelait dans un vocabulaire plus religieux des moments de grâce. Des moments d'inspiration profonde. Et ça nous met sur la voie de par où ça va passer pour moi. Vous voyez, qu'est-ce qui déjà aide à ce que je me sois mieux orientée et que le chemin soit déblayé. Et donc c'est ça qui peut donner des vocations. Et c'est pas forcément des vocations spectaculaires. Ça peut être tout à fait dans des activités du quotidien. Il y a un art, c'est dans la façon d'être présent à ce qu'on fait, etc. Tout peut s'y prêter. Et même laver sa vaisselle. Même ça, c'est ce que dit Durkheim. Même laver la vaisselle. Et puis, donc ça, c'est les formes à donner à nos vies, c'est-à-dire dans quoi j'investis mon énergie, mon temps, etc. Et ben, je vais d'abord repérer tout ce qui me semble plus propice, tout ce qui me rapproche en fait de cette expérience du être moi de manière plus vaste, c'est-à-dire libérer du petit moi et être dans quelque chose qui justement où je mets mon moi au service du soi, quelque chose qui me transcende d'une certaine façon. Et puis l'autre conseil traditionnel qu'on trouve dans toutes les traditions, c'est aussi simple que ça, c'est l'exercice au quotidien. C'est-à-dire, en fait, c'est de la même façon qu'on a des facultés corporelles. Vous voyez, Amala, il sait danser. Sans doute qu'il a une souplesse particulière. On a tous un corps humain. On est tous capables, sans doute, de faire un grand écart. Mais il y a qu'une très faible portion de la population qui va faire un grand écart. Pourquoi ? Parce qu'ils vont l'avoir travaillé au quotidien. Ils vont faire des petits exercices tous les jours. Voilà.
Mais on en est tous capables. Et aussi longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un faire un grand écart, on peut dire, je ne crois pas que ce soit possible. Vous voyez. Et ce que nous disons, c'est qu'il en va de même avec nos facultés d'âme, psychique, c'est-à-dire intérieure. On a d'autres facultés. On est tous capables d'atteindre la sagesse. Tous capables de connaître la vérité. Tous capables de savoir, de répondre à la question « Qui suis-je ?» sans sourciller. Et ça se développe par des exercices au quotidien. Et c'était la vocation de ce qu'on appelait l'exercice spirituel ou les rites, tous les rites, la prière, le recueillement, les arts, la pratique des arts et artisanat comme exercice spirituel, les arts martiaux, la pratique du silence, etc., etc. Je m'arrête là. Mais très bien, mais il nous reste très peu de temps. Je vais peut-être vous poser une question encore à chacun. Donc toi, Amala, tu as dit, je vais te citer peut-être plus pour parler du défi que du fait d'être soi. Et tu as dit, les défis, c'est ce qui me construit en tant qu'individu, en tant qu'artiste et en tant que Français. Alors aujourd'hui, quels sont tes défis, Amala? Vers quoi tu vas? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce que la voile est bien ouverte? Déployée, cherchez le mot. Ouais, les défis, on en trouve toujours. Honnêtement, mon plus grand défi à l'heure actuelle, c'est de rester authentique, mais surtout, c'est d'être un bon papa. Merci. Arthur, donc il y a eu la traversée de la Manche, la descente de la Seine, toujours à la nage. Je voulais revenir sur la question du défi d'être soi, et pour être soi, parfois, il faut transgresser. En 2022, ta mère s'était présentée à l'élection présidentielle. Tu as annoncé que tu t'abstiendrais. Tu as aussi arrêté tes études pour devenir aventurier. Voilà, comment ces transgressions aussi t'ont construit, et quels sont tes prochains défis à toi aussi? Eh ben, écoute, ouais, ça fait beaucoup de questions différentes. Moi, j'ai eu un moment où j'avais besoin de me trouver une forme d'identité, hein, même si, parfois on se trompe de chemin, parfois, voilà, c'est compliqué quand on a des personnages aussi forts de se construire, surtout quand on est adolescent, que voilà, c'est toujours c'est difficile d'y voir clair entre son ego, les choses qu'on peut ressentir, nos envies, etc. Moi déjà j'ai toujours eu j'ai jamais réussi à aimer l'école. En tout cas, j'ai fait une énorme phobie scolaire qui a duré plus de 2 ans. Donc ça a été un peu ma première forme pas de déviance, mais en tout cas de détour par rapport à exactement. Une voie toute tracée. Et en fait, ça m'a appris énormément de choses parce que je me suis éloigné de l'école, mais je me suis pas désintéressé de l'apprentissage pour autant. Simplement, je suis allé le trouver ailleurs. J'étais bénévole notamment à Tara Océan, qui est un voilier, je sais pas si vous connaissez, c'est un voilier qui fait des expéditions dans le monde entier pour étudier les problématiques liées aux océans. Donc ça va du plastique aux coraux, etc. J'ai fait 6 mois, 1 an de bénévolat chez eux, où j'ai appris énormément de choses, et ça m'a montré aussi qu'il y avait d'autres voies qui pouvaient exister. Et puis ça a aussi cultivé mon intérêt. Enfin, ça m'a montré qu'il y avait d'autres voies pour améliorer les choses dans ma vie, autour de moi, etc. Et pour agir sur le monde aussi. Pour agir sur le monde, que la politique telle qu'elle existe de manière traditionnelle. Et un peu ce qui a fini de mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est que depuis tout petit, je fais l'expérience de la politique telle que vous ne la voyez jamais. C'est-à-dire avec tous ces coups bas, je vois un monde, je pense, qui est très différent de ce qu'on peut voir à la télé, dans les journaux, etc. Et effectivement, moi j'ai décidé du coup de pas voter, mais de m'engager de manière différente. J'ai pas du tout voulu délaisser mon engagement politique qui a une place très importante dans ma vie. Dans mes défis, on en a parlé un petit peu. Et justement, tu parlais de ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé une association qui s'appelle Autonome, du coup. Autonome, EAU, avec le petit jeu de mots. Voilà. Donc on est un groupe d'aventuriers, on fait plein d'aventures, avec toujours cet objectif de parler
d'écologie, mais aussi de faire des belles rencontres, de rassembler les gens en fait autour de ces valeurs, plutôt que aujourd'hui l'écologie c'est quelque chose qui est dans notre imaginaire souvent très contraignant et très difficile enfin c'est dur de se projeter, de vivre sur des manières de vivre différentes. Et ce que j'essaye de faire, c'est justement de rendre ces manières de vivre alternatives plus accessibles dans l'imaginaire collectif. Et ça passe par plein de choses, ça passe par l'art. En ce moment, avec Anaëlle qui est juste là, on est en train de monter un spectacle sur un voilier. Donc c'est marrant, tu parlais de voile. Ça fait 2 ans que je retape un voilier, un vieux voilier en bois qui était en train de couler. Et donc voilà, on est en train de monter un spectacle justement pour raconter nos aventures et pour essayer de toucher cette corde sensible qui est pour moi un peu le maillon faible de l'être humain, mais aussi sa grande force. Et voilà. Pour finir, tu parlais tout à l'heure de comment arriver un peu à se trouver soi-même. Moi, mon embryon de réponse, on va dire, c'est de faire appel aux sensibles, à ces choses qu'on maîtrise pas forcément, qui sont en nous, et de les développer. En fait, moi, j'ai grandi. Dans ma famille, on est plutôt scientifique. On n'a jamais développé cette corde sensible, cet aspect artistique de la vie. Et il y a 1 an et demi, j'ai rencontré ma copine qui est toujours avec moi aujourd'hui. Et grâce à elle, j'ai énormément développé cet aspect-là, cet aspect sensible. J'ai compris qu'il était partout dans la vie. Et aujourd'hui, je crois que c'est par là que j'essaye de faire de la politique d'une manière différente. Voilà. Et juste pour dire un petit dernier mot sur mon projet, en ce moment, on est en train de monter une aventure sur ce voilier, sur le voilier que j'ai retapé du coup. On va partir du coup dans toute la Méditerranée pour construire des low-tech. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu le terme. Ça vient du terme basse technologie, mais en anglais. Et le concept, c'est d'utiliser des matériaux qu'il y a autour de nous pour subvenir à des besoins qui sont essentiels, donc comme boire, manger, avoir des ressources, se chauffer, etc. Et donc là, on est en train justement de construire ce qu'on appelle le bateau du futur. Donc ça va être un peu un démonstrateur de ce que c'est que la low-tech. Et voilà. Donc là, je pars en avril pour cette nouvelle grande expédition qui va peut-être durer plusieurs années. Voilà. Merci beaucoup, Arthur. Inès, alors on parlait du défi d'être soi. Comment toi tu es devenu toi? Comment t'es-tu trouvé? Quelle voie as-tu emprunté? Je crois que tu as quitté Paris, tu étais parisienne et tu as ouvert notamment le Centre Sésame, dont tu peux parler, mais peut-être plus largement, comment as-tu trouvé la voie? En m'intéressant le moins possible à moi-même, vraiment. Et par des thérapies, par la spiritualité en portant général. Mon regard sur le mystère. Je le dis comme ça. Hein. Voilà. Donc ça c'est la réponse énigmatique. Maintenant je vais faire une réponse concrète, sinon tout le monde va me tomber dessus. Non. Après en tous les cas, c'est pas exactement la réponse à ta question, mais tu parlais de ton engagement. Je vais parler du mien. Pour moi, il y a aussi un défi dans notre société actuelle. Comme j'ai dit, ça j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais vous voyez, on est dans un moment de l'histoire particulier. On vit dans des sociétés sécularisées, c'est-à-dire qu'on est sorti des aires religieuses. Les religions sont toujours présentes dans nos sociétés, mais n'ont plus le même rôle central, axial, ordonnateur de notre vivre ensemble et le monopole de la prise en charge de notre dimension spirituelle. Et on est dans ce temps en particulier où on est à la fois sorti des matrices religieuses, mais où on fait pas encore grand. On est un peu dans un no man's land, c'est-à-dire où on a complètement évacué dans ce même mouvement en sortant des institutions religieuses, du carcan de leurs dogmes, etc., pour des raisons historiques qui ont leur raison d'être.
s'agit pas de revenir là-dessus. On a dans le même mouvement jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire on a renié notre dimension spirituelle, oublié nos aspirations essentielles, déserté l'intériorité, etc. Et donc, je considère que dans cette époque, et ça participe à tous les maux. C'est-à-dire que c'est ça, le philosophe Abdel Bidar avec qui j'ai monté le Sésame qui dit la chose suivante, il dit la mère de toutes nos crises, crise écologique, crise économique, crise identitaire, etc., et peut-être à chercher du côté de la crise spirituelle. C'est-à-dire justement en étant plus relié à notre profondeur, à notre fil invisible, peut-être que toi qui vibre de manière la plus perceptible pour nous, c'est ce qu'on va appeler la corde sensible, mais d'où par la vibration. Eh bien, en étant plus relié au grand tout, après on peut l'appeler le cosmos, on peut l'appeler le principe primordial, le vivant, tout ce que vous voulez. Eh bien, tout se désorganise, se décentre, se part à volo, quoi, de certaine façon. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à reprendre cet effort de connaissance de soi profonde, pas du moi, mais de se relier au centre, mais dans les conditions du temps présent. C'est-à-dire que la difficulté, c'est celle-ci. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va on va procéder de la même manière que nos ancêtres? Est-ce qu'on va tous réinvestir nos traditions d'origine? Comme si on retournait dans le ventre des grandes matrices religieuses, vous voyez. C'est pas certain. C'est pas certain que ce soit le sens de l'histoire. C'est pas certain qu'en tout cas ça ne doive en passer que par là. Donc il y a une réflexion et une nécessité aussi de réfléchir et de voir comment aujourd'hui on peut reprendre en charge notre dimension spirituelle dans les conditions du temps présent, avec les données et les acquis aussi de la modernité qui sont d'être épris de la liberté, de l'autonomie du sujet, etc., etc. Donc peut-être qu'on va vers des choses qui se cherchent de manière des chemins plus personnalisés, mais qui doivent pas être condamnés non plus à être solitaires. C'est-à-dire donc comment on se solidarise dans notre effort aussi de reliance intérieure, voilà, sans avoir à se ressembler pour se rassembler, à tous croire à la même chose, ou se référer au même texte, ou exercer les mêmes rites, etc., etc. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dedans, et c'est pour ça que, avec le philosophe Abdel Bidar, qui est spécialiste des religions et des évolutions spirituelles de notre temps, et de la laïcité, d'ailleurs, on a ouvert un centre qui s'appelle le Centre Sésame, qui est très simple. C'est justement, on s'est dit, c'est important aujourd'hui que les chercheurs de sens et de sagesse puissent se rassembler, se retrouver, trouver des ressources à la fois culturelles, c'est-à-dire rencontrer les héritages sans exclusif, tous les héritages qui sont le patrimoine de l'humanité, toutes les grandes traditions, hindouisme, taoïsme, bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme, mais aussi les philosophies de la Grèce antique, le zoroastrisme, nos philosophes, nos poètes, nos artistes, bon, voilà, toutes les ressources de sens en fait. Hein. Et puis, sans avoir à rentrer dans des logiques d'appartenance, c'est-à-dire en étant chacun à la fois libre et responsable de construire son propre chemin et de ses choix sur le plan spirituel. C'est pas trop compliqué? Ça fait pas des cocktails de religion? Ça fait pas de pratiques? Non, parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose très très simple, mais ô combien simple. C'est-à-dire que si nos réponses sont différentes, nos questions sont les mêmes. Donc on se rassemble autour de nos questions. Les êtres humains se posent tous les grandes questions existentielles, quelle que soit leur provenance, leur origine, leur couleur de peau dont tu parlais à Mala, etc., etc. Tous, on se pose pourquoi suis-je ici? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, comme dit Leibniz? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que la mort? Qui suis-je? Y a-t-il un sens à la vie? Y a-t-il un sens à ma vie? Oui. Donc on se rassemble autour des grandes questions, des grands thèmes. Comment être un bon père? L'amour. Est-ce que l'amour peut être durable, etc. Toutes ces grandes questions de sens qui sont centrales dans nos existences, au lieu de devoir tous se les poser individuellement chez un psy, ce que personnellement je déplore, parce que moi je considère que c'est parce que c'est un manque. On va toucher le psy parce que ça a été relégué à quelque chose de tellement intime, d'impartageable dans notre sociabilité ordinaire. Ça devrait l'être. Donc c'est pour ça que je veux pas être qu'une psychologue qui traite ça de manière privée, quasiment cachée, mais d'ouvrir un lieu où ce sont des questions qui peuvent reprendre leur place centrale, sans complexe et sans non plus guidance, c'est-à-dire sans rien qui vient nous donner des réponses toutes faites. Super, ça a l'air vraiment très intéressant, ce Centre Sésame. C'est là-dessus que j'aimerais rebondir sur le fait d'être père, parce que
on s'est construit avec des références, avec aussi dans une communauté, une religion. Et aujourd'hui, c'est la question de la déconstruction est très prégnante. Et comment est-ce que on arrive à avancer dans cette société qui est en mouvement, avec des enfants qui se construisent dans ces sociétés, donc comment les accompagner? Et c'est toutes ces questions-là, et en fait, qui représentent un réel défi. Comment on avance dans toute cette mer qui s'agite, en fait. Donc, pour moi, c'est le défi du moment, en tout cas. D'où la nécessité de l'encre. De jeter une encre. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Un petit temps de questions pour vous. Moi, j'ai une question sur le fait qu'on parle beaucoup de défis de soi et avec des personnes qui ont des défis artistiques ou sportifs, et on n'est pas tous capables d'avoir ce type de défi. Après, on a chacun des chemins différents. Vous parliez du quotidien qui peut être aussi un moyen de se recentrer sur des choses qu'on fait bien à l'instant, ce qui est pas si simple parce que comme aujourd'hui on est dans un monde en effet de l'image et de présenter au monde une image de soi qui est de faire plein de choses, des voyages, les photos de ses plats, et des restaurants qu'on a fait, encore plus à Paris qu'ailleurs d'ailleurs je pense. C'est compliqué de se dire que finalement notre image ça peut être en retrait tout en étant en partage avec les autres, parce que je pense aujourd'hui ce qui nous manque peut-être le plus, qui est très compliqué, c'est on est dans un monde matériel, mais finalement, on construit peu de choses ensemble. Alors que construire, ça peut être matériel. Et le spirituel me semble une quête qui peut être un peu, compliquée. Parce que si on risque d'oublier les autres, quoi. D'oublier de construire des choses ensemble, de faire des choses ensemble. Donc c'est une question générale. Vous voulez rebondir là-dessus? Non, ça me parle énormément, ce que vous dites. Moi, ça fait 3 ans du coup que j'ai fait mon dernier défi, et une question que on me pose tout le temps, c'est quoi le prochain? Et en fait, moi j'ai passé presque 1 an à rien faire après ce défi-là, à bosser dans une épicerie vers Barbès, et j'étais là, je racontais parfois mon histoire quand on me l'a demandé. Et à cette question, je savais jamais quoi répondre. J'avais pas envie de répondre parce que j'avais pas envie de faire d'autres choses en fait. Et je crois que finalement, même quand on entreprend des choses, etc., on a toujours ce questionnement de et après quoi en fait. Et je pense que c'est pour ça que la réponse, elle se trouve pas forcément dans le qu'est-ce qu'on fait, mais dans le qui on est peut-être. Et je crois que aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux, enfin autant moi-même, en tout cas, ce que je ressens, parce que j'ai jamais autant accepté de ne rien faire ou d'être, de pas avancer dans mes projets, je vous ai parlé de mes projets qui avancent, mais ça fait 3 ans que tous les 5 jours, je me dis que je fous rien de ma vie et que j'y arrive pas, alors que en fait, de façade, peut-être qu'on a l'impression que si, mais je pense que qu'on a les mêmes questionnements en tout cas, et que faut pas trop regarder aussi ce qui se passe de manière visible, parce que je pense que n'importe qui peut avoir ces questionnements-là aussi. Enfin, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais est-ce qu'il y a une autre même remarque, effectivement, réaction à ce dont on parlait ce soir, ou question? Moi, par rapport à ce que tu as dit, je voulais juste dire aussi que vous avez raison, mais la vie spirituelle ne vise pas le repli sur soi. C'est une condition d'un redéploiement juste. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie typiquement aussi des idées qui sont vraiment véhiculées par la pensée du temps et qui nous détournent beaucoup. Parce que vous voyez, c'est tout de suite duel. C'est soit je suis dans l'action, soit je suis dans la contemplation. Soit je suis tournée vers les autres, soit je suis ancrée en moi-même ou présent à moi-même. Non, en fait. C'est-à-dire, dans le domaine spirituel, dans le domaine du sens, ou dans ce que nous disent les traditionnels, c'est toujours que la justesse, elle va être du côté de et l'un et l'autre. Avec l'idée, ce que nous dit un texte comme l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout.
Chaque chose a son heure sous le ciel. Il y a un temps pour bâtir, un temps pour détruire. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour récolter, un temps pour semer. Il y en a 14, vous pouvez les vérifier. Je vais pas tous vous les faire. Mais j'ai envie de vous dire, il y a un temps pour, vous voyez, pour s'intérioriser. Platon disait, pour rassembler l'âme en elle-même, pour justement sortir des bruits du monde, rentrer dans le silence intérieur, et pas pour y rester. Et il y a un temps pour sortir dans le monde, se redéployer dans le monde, mais justement, pas n'importe comment, pas en étant pris dans le tourbillon. À partir de cette note dont on se sera mis à l'écoute dans le silence. Comme si dans le silence, on écoutait le là. Vous voyez, il n'y a plus de bruit, j'écoute juste le là. Et après, je rentre dans le grand orchestre de la vie. Mais sinon, je rentre dans le grand orchestre en voulant tout de suite participer, en voulant absolument faire entendre ma note, et je me suis accordé à rien du tout. Et donc, c'est cacophonique, ça dénote, et je suis jamais content. Un conseil traditionnel, ne cherche pas tout de suite dans ton action, sinon ton action se transforme en agitation. Et ton action est une réaction. Et ton agitation est un besoin de l'ego, etc. Ton action est un besoin de l'ego. C'est pour ça que dans les rites, il y a toujours cette question du cycle et d'un aller-retour. Au quotidien, quand il y avait plusieurs prières par jour, mais ça peut être 15, c'est pas grave, c'est ce mouvement. Je me rassemble en moi-même, je me redéploie dans le monde. Je me rassemble en moi-même, je me redéploie dans le monde. Je me rassemble en moi-même, avec aussi le cycle de un jour par semaine, ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le Shabbat. Il y a un jour où je cesse d'essayer d'avoir une action sur le monde, d'agir sur les choses, d'être dans un rapport productif, dans un rapport utile. Et je m'abstiens, justement, je cesse. Et dans cette cessation, je me rends réceptif. Et c'est toute l'histoire aussi du yin et du yang. Et on a besoin des contraires complémentaires. Et on est dans une société où on souffre d'un excès de yang. C'est-à-dire, on est dans une société où on souffre d'un excès parce qu'on est élevé comme ça, éduqué comme ça, parce qu'on valorise exclusivement la sociabilité, l'action, la productivité, la parole, le faire, le plein. Alors que les traditionnalistes se disent, non, il faut les deux. C'est ce symbole du yin et du yang, c'est cette roue des contraires complémentaires. C'est-à-dire, c'est la loi dynamique des contraires complémentaires qui se fécondent et s'équilibrent mutuellement. Ils disent, on a besoin des deux. Sociabilité, solitude. Parole, silence. Plein, vide. Action, contemplation. Et nous, si ça va de travers, c'est parce qu'on fait que l'un et qu'on a balayé l'autre. C'est-à-dire qu'on l'a réduit soit à quelque chose de pathologique, soit de la oisiveté, de la paresse, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez raison. Il s'agit pas de basculer dans l'extrême. Et la sagesse est toujours du côté de la juste mesure aussi. Si je peux rebondir bien sûr, parce que je vais parler d'un sujet que je maîtrise pas du tout parce que je suis un homme des règles, mais je le vis à travers les yeux de ma copine actuellement, puis de celle que j'ai eue avant. En parlant de exactement ce dont tu parles, j'ai l'impression que qu'on ne s'autorise même pas à prendre ce temps. Voilà, ma copine, quand elle a ses règles, c'est pas évident, quoi. Et la société ne permet pas de prendre ces 5, 6, 7 jours de pause dans le mois qui sont pourtant plus que nécessaires, qui sont obligatoires, quoi. Pour moi, autant parce que c'est une période forcément de questionnement, qu'il peut y avoir des douleurs physiques, etc. Et que du coup, on devrait s'autoriser ce temps-là, mais on le prend pas. Et je pense que on a tous ces moments où on aimerait prendre le temps, mais on n'a pas le choix de ne pas le prendre parce que notre société ne fonctionne pas en fonction de ces ressentis-là, quoi. Et ça, je te pose la question. Du coup, comment faire quand on est obligé de bosser alors que tu vois, moi c'est pareil, mais je dois aussi gagner ma vie et partir à l'aventure, c'est aujourd'hui comme ça que je gagne ma vie. Et j'ai pas envie de partir tout le temps à l'aventure, donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois bosser dans une épicerie? Mais ça me rend pas heureux non plus. Tu vois, il y a tous ces questionnements aussi qui sont là et je pense que ça revient un peu avec votre question. C'est comment confronter la spiritualité à la vie telle qu'elle existe aujourd'hui, quoi. Bon, d'abord, c'est aussi de sortir des fantasmes. Le fantasme aussi, vous voyez, d'une vie où il y aurait on pourrait avoir une vie spirituelle que si on sort complètement des nécessités matérielles, en dehors de la vie ordinaire, que tout soit dans un à part et un à côté.
Je ne pense pas. Vous voyez, pour que ce soit soutenable, et comme ça demande un effort régulier et soutenable, comme on disait pour le grand écart, il faut que je fasse un exercice tous les jours. Je veux pas faire un grand écart tous les 6 mois, ou 10 grands écarts tous les 6 mois. C'est pas comme ça que ça va tenir. J'ai besoin de faire un effort régulier tous les jours. Donc, il faut que ça s'inscrive dans mon quotidien. Donc, on n'est pas obligé, c'est pour ça que c'est pas forcément spectaculaire, prendre un temps de silence, de recueillement, de pause, où juste je m'assieds, je fais rien, etc. Bref, dans une journée, c'est pas infaisable. C'est faisable. C'est quelque chose au Centre Sésame, vous pratiquez ça? Non, on thématise ces questions. C'est chacun après libre de choisir d'avoir une pratique ou pas, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui est infaisable. C'est difficile, c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est pris, vous voyez, on est happé par les nécessités du quotidien. Il y a quelque chose c'est pas notre être au monde habituel. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui doit se muscler. Mais quand on fait un effort répété et qu'on le tient dans le temps, il y a quelque chose qui se muscle, qui se fortifie, et progressivement, ce qui était au début, comme dans chaque fois qu'on fait un effort en fait, et qu'on essaie d'acquérir une faculté, eh bien au début c'est très pénible, c'est dur, on y va en reculons, et au bout d'un moment, c'est plus fluide, ça devient presque facile, et même ça devient un besoin, etc. Bon, donc ça c'est à chacun de faire son expérience. Et par rapport à ce que vous disiez, Madame, vous avez tout à fait raison. En aucun cas ça a besoin d'être extraordinaire. Et vous voyez, j'ai envie de dire, qui peut le plus peut le moins, mais qui peut pas le moins peut pas le plus. Il s'agit pas forcément de chercher à faire des choses très remarquables, vous voyez. Mais rien que faire cet effort, ça aussi c'est un conseil traditionnel dans les sagesses. C'est rien que cet effort. Je vous donne un exemple d'accorder sa pensée, ses paroles et ses actes. Vous voyez, qui fait ça? Il y a beaucoup, vous voyez, de vraiment faire l'effort au quotidien. Ben ça, c'est vraiment un travail intérieur. Vous voyez, de ce que tu appelais, Amala, aussi d'authenticité, de sincérité, de cohérence. Oui, c'est vraiment un travail déjà d'élévation, de redressement de soi, par exemple. Bon, et ben vous pouvez tout à fait vous dire, ben voilà, moi je me donne ce défi-là de mettre en accord ma pensée, mes paroles et mes actes. Combien de fois, notamment dans l'éducation, on se prend en flagrant délit de désaccord avec nous-mêmes, etc. Vous voyez, donc c'est pas forcément, pas besoin mais il faut des aventuriers quand même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Bonsoir, merci beaucoup pour déjà cette conférence, pour ces questions que vous avez apportées. Personnellement, j'y ai pas trouvé de réponse du tout, mais j'y ai trouvé plein de questions. Donc je me dis aujourd'hui que la réponse est peut-être d'avoir plus de questions, parce que moi ça me donne une pression de devoir trouver des réponses. Et ces questions-là, je me les pose que depuis quelques mois en fait. Donc je me présente vite fait, j'ai 24 ans, voilà, j'ai fait mes études, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai coché des cases pour une approbation sociétale, paternelle. En l'occurrence, mon père est très bon, il me met cette pression-là, mais j'ai un bon père. Et pourquoi je me pose ces questions maintenant? Donc c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que c'est parce que maintenant j'ai un vide, j'ai coché les cases, je ressens une absence, et quand je me les pose, ce qui m'intéresse, moi, c'est le chaos de se les poser, c'est pas d'avoir des réponses du tout. Donc je sais pas si j'apporte une forme de pragmatisme trop râler pas crête en posant cette question, mais c'est là-dedans que je trouve mon bonheur, et je pense que c'est ça qui me fait me sentir humain et entier, aligné avec soi-même, le nirvana, je sais pas comment le définir, mais c'est que je suis capable de me poser ces questions. Maintenant que je le sais, sans avoir de réponse, ça me suffit. C'est tout. Donc pourquoi je me les pose moi-même? C'est ça, maintenant. Pourquoi je me les pose maintenant que j'ai un vide, un accomplissement? C'est ça la question qui est la mienne. Merci. Pourquoi le vide appelle des questions, et pourquoi les questions n'ont pas besoin de trouver de réponse? Alors là, mais moi je vais parler d'une chose, je pense, pour rebondir à ce qui s'est dit. J'aimerais bien parler de l'intention. L'intention qu'on met derrière chaque acte. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est pour avoir une reconnaissance? Est-ce que je le fais parce que je suis obligé de le faire? Ou est-ce que je le fais parce que ça fait sens? La question de l'intention, je pense qu'elle peut, en tout cas, apporter des grilles de réponse à certaines situations. La question de l'ego était quelque chose qui m'a très tôt interpellé. Je me suis dit,
pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le prouver? Est-ce que je veux montrer que je suis le meilleur? Ou est-ce que je le fais parce que ça peut m'apporter, ou ça peut aussi créer une situation qui va ouvrir un autre palier pour aller chercher encore plus loin. Donc c'est vraiment s'interroger en tout cas pour savoir quelle est l'intention que je mets derrière chaque acte et devant telle situation. Voilà. D'autres remarques? Ouais. Et juste si je peux peut-être apporter un embryon de réponse à tes questionnements. Je pense que n'importe qui passe par une phase de questionnement qui vient de manière plus ou moins brutale ou de manière plus ou moins volontaire. Je crois que ce qui compte déjà, c'est de les laisser nous traverser, quoi, de les écouter. Moi, je sais que ce qui a fait une grosse partie de ma dépression, c'est que je voulais pas entendre tous ces questionnements, que je les repoussais un peu loin de moi parce qu'ils me faisaient souffrir, quoi. Le fait de comprendre que mon existence servait pas à grand chose, peu importe ce que j'en fais. Enfin voilà, on est une vague dans l'océan. Moi, ça a d'abord amené une grande détresse en moi, et peut-être pas en toi, et tant mieux. Je te souhaite pas du tout d'être en dépression, mais je pense que c'est important de au moins laisser ces questionnements se traverser. Et puis je pense que les réponses viennent soit pas, et on n'en a pas besoin, soit d'elles-mêmes quand on en a besoin, tu vois. Moi j'ai été confronté à des choses. La vie est plutôt bien faite. Les questionnements que j'avais, la vie me répond plutôt pas mal à ces questions quand je laisse des portes ouvertes devant moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que simplement j'ai plein de portes ouvertes devant moi qui sont toutes les questions dont tu parles. Tu vois, tous les questionnements que j'ai en moi, je vois ça comme des portes ouvertes. Et quand j'ai envie d'en pousser une, il y en a d'autres qui s'ouvrent et encore d'autres, etc. Et en fait, c'est sûrement infini ce truc de questionnement. Peut-être que toi tu disais plutôt que non, de ce dont j'avais l'impression. Enfin, peut-être que la spiritualité, c'est finalement réussir à mettre une fin à ce cycle de questions. Mais moi, j'éprouve aussi énormément de plaisir à creuser derrière ces portes ouvertes. Et peut-être que c'est aussi une manière de vivre intéressante. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir la chose. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Merci Inès, Arthur, Amala d'avoir été là, d'avoir partagé un peu de vous. Merci et Julien. de votre réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous tous.